Bonsoir Anna Cabana. Bonsoir Apolline. Merci d'être avec nous. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Alors moi, on a retrouvé des images de vous il y a 12 ans. Vous venez d'être élu député. C'était en juillet 2002 et on va pas résister au plaisir de regarder. Faut avoir peur. 74-29. Non va être changé, mais c'est bien là. Qu'est-ce qui vous amène? Xavier Bertrand, il paraît que j'ai ce bureau-là. Ok, est-ce que vous pouvez attendre jusqu'à demain matin parce que les déménageurs sont débordés? Pour moi, sur le principe, il n'y a aucun problème. Bonjour. Vous voyez, tout est empaqueté, ils n'ont plus qu'à passer. D'accord, non. Celui qui ne demande rien n'a rien. Que pour le reste, il faut être à la fois respectueux, mais aussi déterminé à prendre sa place. Voilà, Xavier Bertrand, la détermination déjà. Alors aujourd'hui, vos petits camarades de l'UMP disent que vous en voulez à mort. Voilà, je les cite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous en voulez à mort, Xavier Bertrand? Qu'est-ce que ça veut dire en vouloir à mort? C'est ça, je sais pas. Est-ce que j'ai la détermination dans ce que je fais? Oui. J'écoute beaucoup. Est-ce que mais vous voulez au bout être d'un à moment, mort, je être décide. président de la République? Oui, c'est mon ambition, mais c'est pas seulement une question d'ambition. C'est une question d'organisation, de ne pas être seul. J'ai la chance d'avoir des parlementaires, des non-parlementaires, beaucoup Vous voulez de dire que vous avez mis nouveaux. toute une machine en C'est mouvement? pas une machine, ces hommes et des femmes qui se reconnaissent dans les idées que je porte, qui ont envie justement de m'aider, qui pensent qu'il faut vraiment changer la donne, qu'il faut changer la façon de faire de la politique. On l'a souvent entendu, mais nous croyons à la preuve par l'exemple. Dans les villes notamment que nous gérons, on peut montrer la différence entre la gestion qu'on propose et une gestion de gauche en matière de sécurité, de fiscalité. Je finis juste. Je suis déterminé à continuer. Vous trouvez votre détermination. Je continue juste. Et puis derrière, je pense que je suis libre. Vous savez, mon histoire est un peu particulière. L'idée d'être candidat à la présidence de la République, c'est pas une idée qui m'est venue tout petit. Ça m'est venu même très tardivement. Très tardivement. Au moment de la crise de 2008, j'ai vu quand il y avait des décisions importantes à prendre en termes de réforme. J'ai vu notamment le courage de Nicolas Sarkozy, et j'ai vu qu'autour de la table, quand on avait des décisions difficiles à prendre, il n'y avait pas tant de courageux que cela. Je pense avoir cette liberté. Vous pensez être le plus courageux? Et ce courage. Le plus courageux? Parce que j'ai pas voulu, moi, me construire une ambition depuis que je suis enfant. C'est une question d'ambition, je l'ai dit, la présidentielle. C'est une question d'organisation. C'est aussi une question de construction, et notamment de construction personnelle. Est-ce que vous êtes celui... je confirme. Je pense qu'il n'y a plus de doute. Est-ce que vous êtes celui qui croit le plus à l'UMP? Est-ce qu'on peut dire ça de vous aujourd'hui? Je ne sais pas, il faut poser la question aux autres. Je ne veux pas parler pour les autres, je ne suis pas leur porte-parole. Je ne veux pas me mettre dans leur tête. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que ça veut dire s'y préparer, y penser, essayer de comprendre ce dont a besoin notre pays. Et je crois en plus que il faut chercher à bien comprendre les Français. Mon parcours me permet certainement de mieux les comprendre que d'autres. Alors dans les sondages, vous stagnez autour de 1 ou 2% de souhait de candidature. Vous êtes donc au mieux, monsieur, 2%. Et pourtant, vous l'avez dit, vous l'avez déjà dit, que le prochain, c'était vous. Parce que je pense que la ligne de départ, c'est pas maintenant. La primaire qui s'ouvrira dans 2 ans. Pas maintenant, c'est ni en 2014, ni en 2015. Et encore une fois, il faut surtout être prêt soi-même. Et puis, encore une fois, être celui qui propose les solutions certainement les plus nouvelles. Je voudrais juste insister sur un point. Moi, j'étais davantage dans la logique d'être un élu local. Ma ville, Saint-Quentin, à laquelle je suis profondément attaché. Et je pensais que la politique nationale, c'était pas pour moi. J'étais pas parisien, j'étais provincial. J'ai pas fait les grandes écoles, ni Sciences Po, ni l'ENA. Et je pensais qu'il y avait une sorte certainement de plafond de verre. J'ai été élu en 2012. Vous avez été aspiré. Non, c'est pas du tout. Ou alors vous vous dites que c'est l'inverse, que c'est devenu votre force? Je ne sais pas si c'est une force, mais ça me permet certainement, en ayant un parcours différent, des origines différentes, d'être capable de proposer des choses très différentes. Et aussi de mieux comprendre les Français. En fin de compte, prenez l'exemple des réformes. Pendant très longtemps, on a fait des réformes au maximum de ce que le corps social pouvait accepter. On n'allait pas trop loin, de peur d'avoir à reculer. Je pense qu'il faut conduire les réformes en fonction de ce que l'intérêt national commande. Ça marche plus tellement ce discours anti-énarque. Quand on voit Manuel Valls, quand on voit Nicolas Sarkozy, il y en a d'autres que vous qui je ne suis pas dans un discours anti-énarque. J'ai eu comme directeur de cabinet d'excellents énarques, mais je crois aux politiques. C'est le politique qui doit décider. Je reconnais aussi la qualité de travail, d'organisation de ceux qui ont fait l'ENA, mais je pense que dans ces conditions-là, il ne faut pas non plus s'entourer en permanence de l'avis d'énarques. C'est aux politiques de dire ce qu'il veut faire, comment il entend conduire un pays. Et je pense que ce parcours différent me donne une force différente. Alors vous n'affûtez pas que vos ambitions, votre physionomie aussi. Alors pour prouver que vous avez vraiment envie, vous avez renoncé, Xavier Bertrand, à la gourmandise. Et vous aviez perdu combien de kilos avez-vous perdu, Xavier Bertrand?
Est-ce que c'est vraiment ce qui va intéresser celles et ceux qui nous écoutent? François Hollande nous l'avait dit. Hein. Justement, je ne suis pas François Hollande. Mais oui, mais en même temps, il y a quelque chose. Attendez, il y a quand même quelque chose du François Hollande de droite. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez là devant nous avec, je veux dire, avec quelque chose dans la physionomie qui a changé. Donc ça montre aussi votre détermination. Et vous nous direz pas combien de kilos vous avez perdu. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas François Hollande. J'ai été ministre pendant 6 ans et demi. J'ai conduit des réformes très importantes. Et si je sais écouter, moi, je sais décider. Vous avez fait le régime du camp ou pas? Non, comme lui. aucun régime. Aucun régime. Alors c'est quoi? Comment? Faire attention. L'exercice? Faire attention, faire de l'exercice et faire attention à ce que l'on fait, être certainement, vous disiez, moins gourmand, moins boulimique et avoir cette logique aussi de vous recentrer sur des priorités. D'accord, on m'a dit que vous aviez une montre connectée. Alors une montre qui calcule l'activité physique, les calories brûlées, le nombre de pas, les kilomètres parcourus. Elle va être un peu déçue, Anna, parce que visiblement vous n'avez pas mis de montre aujourd'hui. Ah, vous savez pourquoi? C'est parce que sur un studio de télévision, déjà quand je suis arrivé, je vais le dire, parce que celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent le savent pas, on m'a dit est-ce que tout est bien sur silencieux, est-ce que c'est bien sur le mode avion? Alors avec une montre, c'est pas tout aussi facile. Donc voilà pourquoi. Mais alors combien de pas par jour? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs chiffrés? Oui, je me suis fixé des objectifs et j'aime bien les dépasser. Cette émission a aussi vocation à être une émission pratique. Hein, je le dis des coachings, et ça fait du bien à tout le monde. Alors, ça peut sembler être un moment très léger, mais c'est vrai que. Mais essentiel. Vous savez comment vous perdez du poids? Vous faites attention. Et vous faites de l'exercice. Bon, quand vous êtes entré en politique, vous étiez plutôt rond et vous avez eu l'habileté d'en faire un élément de votre personnalité. C'est-à-dire que vous étiez le rond, c'était une partie de votre identité politique. Vous disiez même que dans les fables de La Fontaine, celle que vous préfériez, c'était le lièvre et la tortue. Et que vu votre physique... J'ai dit tout ça? Eh bien oui, que vu votre physique, vous étiez la tortue. Alors ça veut dire quoi aujourd'hui, Xavier Bertrand? Vous avez renoncé à être la tortue? Non, écoutez, j'étais, je crois, le premier à dire que je souhaitais être candidat parce que j'aime la sincérité. Ça n'a pas plu à certains, ça n'est pas très grave. Je dis les choses comme je les pense. Et ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais à force en politique, quand j'ai commencé, on cherche toujours à plaire à tout le monde. C'est pas possible de plaire à tout le monde. Alors il faut être soi-même et à partir de ce moment-là, vous plaisez ou vous ne plaisez pas. Vous dites la vérité, ça plaît ou ça ne plaît pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure ne plaira peut-être pas à certains fonctionnaires. J'ai du respect pour eux, mais je dis qu'à l'avenir, les choses seront différentes. Et si du coup ils veulent que rien ne change pour eux, s'ils veulent par exemple garder 0 jour de carence, les fonctionnaires, faut pas qu'ils votent pour moi. Si les fonctionnaires veulent absolument garder les 6 derniers mois pour le calcul de leur pension de retraite, alors que dans le privé c'est les 25 meilleures années, je dis à ceux qui veulent absolument garder les 6 derniers mois, ne votez pas pour moi. Donc en fait vous n'êtes pas tout à fait le Hollande de droite, hein, parce que François Hollande il a l'art de la synthèse. Alors juste... Il faut faire des choix. Ce pays souffre de vouloir faire plaisir à tout le monde, de chercher, comme vous le disiez, à faire des cadeaux électoraux. Et mon Dieu, on est menacé aujourd'hui d'une rétrogradation sans pareil. Ça veut dire quoi une rétrogradation sans pareil? Ça veut dire qu'on va continuer à perdre des emplois, qu'on va continuer à s'endetter. Ça veut dire aussi que nos enfants, de plus en plus, pour réussir, se diront qu'il faut partir. Je ne veux pas de ça, ni pour mon pays, ni pour mes enfants. Alors je reviens juste sur François Hollande. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy sous-estime François Hollande aujourd'hui? Je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui, mais je suis intimement convaincu que beaucoup de dirigeants de droite ont sous-estimé François Hollande. Il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit en politique. Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires politiques. C'est une question aussi de respect. Le respect, c'est de ne pas sous-estimer. Le respect, c'est aussi de s'écouter. Vous parliez de la déclaration de politique générale. Il faut qu'on arrête de s'invectiver les uns les autres à l'Assemblée nationale ou dans d'autres enceintes ou quand il y a un débat, se parler les uns sur les autres. Ça vous a choqué que la droite crie à ce point dès le début du discours de Manuel Valls? Mais c'est pareil sur la gauche quand il y a quelqu'un de droite qui s'exprime. J'ai vu ça en tant que ministre. Il faut qu'on arrête. Ça semble enfantin? Non. Certains nous disent même que c'est indigne. Vous allez leur dire à vos copains? Mais je l'ai déjà dit. Je ne partage pas cela. C'est le fait juste de quelques-uns en plus. Alors j'aimerais parler un tout petit peu de Nicolas Sarkozy. En septembre 2013, vous avez annoncé donc que vous étiez candidat à la primaire et que vous n'iriez plus baiser la babouche de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas utilisé cette phrase. Non, mais vous avez dit que vous n'iriez plus, voilà, vous prosternez rue de Miromesnil comme tout le monde. Et puis vous y êtes retourné voir Nicolas Sarkozy. Vous avez déjeuné avec lui, non pas rue de Miromesnil, mais dans le 17e arrondissement, le 8 janvier, à votre demande. Pourquoi? Parce que c'était pour qu'on dise que vous n'aviez pas peur de lui. Non, ça n'était pas à ma demande. C'est moi qui lui ai proposé, il souhaitait qu'on se voie, de proposer de l'inviter à déjeuner. Non, c'est juste pour être précis. Rien d'autre, rien de plus. Mais vous avez précisé que c'était vous qui aviez payé l'addition. Oui, c'est moi qui l'invitais. C'était quoi? Quand vous invitez, c'est vous qui payez l'addition. C'est une façon de s'affranchir? Non, c'est pas une façon de s'affranchir. C'était aussi une façon de lui dire les choses, où j'en étais, que nous avons fait du très bon travail ensemble, que je lui suis reconnaissant de m'avoir fait confiance, comme Jacques Chirac m'avait fait confiance. Et vous étiez même son chouchou, Xavier Bertrand. Ministre. Oui, ça a été écrit, ça je ne sais pas si c'était la vérité. Il en a eu certainement d'autres, plus intensément que moi, c'est pas le sujet. Vous lui devez beaucoup à Nicolas Sarkozy. Comme à Jacques Chirac, qui m'a confié la fonction de ministre en premier,
quand j'étais secrétaire d'État à l'assurance maladie, qui m'a soutenu quand j'ai réussi à faire l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mais Jacques Chirac, vous n'êtes pas allé